L'Info Éco Plus toutes les semaines avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour à vous Didier. Oui, bonjour Jean-Marie. Didier, cette semaine, vous nous transportez en Chine où une entreprise est en train d'inquiéter les marchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors Jean-Marie, cette entreprise, c'est un géant de l'immobilier chinois. Elle s'appelle tout simplement China Evergrande. Alors, si on regarde de près ce mastodonte immobilier, il est plus très loin d'un défaut, d'après une note de Moody's, l'agence de notation. Des investisseurs craignent un effet sur tout le système financier. Moody's avait rétrogradé sa société à CA. Alors, c'est une note qui est à 2 crans du plus bas, qui signifie la faillite, tout simplement. Donc, Evergrande est considéré par l'agence d'évaluation financière comme potentiellement en défaut ou très proche d'un défaut. Oui, mais alors Didier, quand on parle de la Chine, on évoque l'industrie, mais pas forcément l'immobilier pourtant. Oui, c'est vrai, c'est une erreur parce que la Chine, avec sa croissance folle des dernières années, obligatoire on pourrait dire, sans croissance, le Parti communiste chinois ne pourrait peut-être pas forcément tenir la distance. Eh bien, l'immobilier aussi a connu des excès. C'est vrai qu'après la crise des subprimes aux États-Unis, la question est aussi posée, est-ce qu'il va y avoir une crise financière partant du marché immobilier chinois ? China Evergrande, c'est le numéro 2 de l'immobilier chinois. Ah oui, quand même, oui. Cette semaine, le titre a plongé de 8%, se retrouvant à ses niveaux de 2009. Cette crise survient alors même que les autorités chinoises tentent de prendre des mesures contre la surchauffe du marché immobilier. Mais l'an dernier, avec la crise du Covid, ils ont plutôt laissé à nouveau la partie monétaire. Et donc, avec la pandémie, l'assouplissement monétaire avait dopé encore une fois le marché immobilier et les prix. Alors, les autorités voudraient le calmer. Ça a un peu commencé de janvier à juillet. Les crédits ont été un peu plus faibles en progression depuis 8 ans. Mais c'est l'accès au crédit, justement, qui menace les finances d'Evergrande et qui inquiète, compte tenu forcément de la taille de son bilan. Pour situer les choses, Jean-Marie, les engagements financiers du groupe chinois, c'est 305 milliards de dollars, selon l'agence. Considérable. Oui, selon l'agence Bloomberg. Et la faillite, bien sûr, d'un tel mastodonte pourrait avoir des répercussions sur le système financier de son entier. Alors, nous n'en sommes pas là, mais vous le savez, l'économie chinoise n'est pas aussi transparente que nous le racontent les chiffres officiels. Il est aussi possible, c'est ce que pensent certains investisseurs, que le marché chinois soit déjà hors de contrôle. Retenez ce nom, Jean-Marie, China Evergrande. Alors Didier, vous restez en Chine et vous revenez sur un autre sujet invoqué dans l'Info Éco Plus sur Sud Radio, la stratégie de Pékin face aux géants de la tech chinoise. Oui, parce que j'avais eu l'occasion effectivement à plusieurs reprises d'en parler ici. Ça avait eu un impact important pour les entreprises et même pour leurs dirigeants. Le célèbre Jack Ma, fondateur d'Alibaba, avait carrément disparu des écrans radars. C'est vrai. Mais ce qu'on pouvait penser être un sujet de personnalité est en réalité un mouvement de fond lancé par les autorités qui vise clairement le contrôle de tous ces géants chinois de la tech qui, au cours des dernières années, il faut le dire, n'ont rien eu à envier à Facebook et autres Amazon. Alors, récemment, vous avez sans doute entendu parler de nouvelles réglementations qui réduisent le temps des enfants ou des adolescents devant les jeux vidéo, ou la directive interdisant les clubs de fans de célébrités en ligne. Alors, Alibaba, Tencent, ces entreprises ont grandi très vite au cours des dernières années, trop au goût de l'État chinois, dans un espace que l'État ne comprenait pas trop. Alors Didier, la récréation, ça veut dire qu'elle est terminée en fait pour ces entreprises de la technologie chinoise. Oui, alors en tout cas, les nouvelles règles font partie d'une répression plus large menée par Pékin contre ces géants. C'est vrai que la réglementation des algorithmes, des médias sociaux, l'introduction de nouvelles lois sur la confidentialité présente peut-être des similitudes avec ce qu'on peut trouver en Occident, mais en Chine, la raison est simple. Ces mesures sont davantage liées au fait que la croissance rapide du secteur technologique a conduit les jeunes urbains à s'éloigner un peu trop du parti de son idéologie. Il faut donc remettre ces jeunes au pas. Mais ce qui se passe est intéressant à plus d'un titre, car si l'État chinois agit contre ces techs, pour faire simple, quid des GAFA aux États-Unis et des menaces qu'elles font peser là contre la démocratie, il y a en ce moment une tendance mondiale, pourrait-on dire, à ces sujets d'intervention contre les géants de la tech, qui continuent, eux, leur lobbying intense. On a vu récemment un ministre de l'économie français avec un t-shirt Google. Ce qui se passe en Chine pourrait rendre plus difficile les stratégies de Facebook ou de Google, justement, de repousser les efforts des autorités américaines et européennes, puisque avant ils disaient, en Chine, ils font ce qu'ils veulent, pourquoi pas nous ? C'est terminé. Donc tout ce qui se passe dans ce domaine-là va être important. Alors Didier, on quitte la Chine avec vous parce que nous sommes, on le rappelle, le 11 septembre 2001. C'était dans l'Info Éco Plus. Vous aussi, vous faites un retour en arrière du côté des marchés financiers. 20 ans, ça compte. Oui, parce que ces chocs qui soient liés à des attaques terroristes comme celle du 11 septembre, ou celui plus tard de la faillite de Lehman Brothers en 2008, ou encore celui du confinement avec la Covid en 2020, ils ont forcément impacté l'économie. Et concernant le 11 septembre particulier, ce fut inédit, puisque pendant 4 longues séances de bourse, aucune transaction n'avait eu lieu à Wall Street. Jamais un tel événement ne s'était produit depuis la Grande Dépression, les années 30, c'est dire. Et puis reporté, l'ouverture de New York Stock Exchange avait été annulée à 11h15, lorsqu'un deuxième avion avait frappé la tour du World Trade Center. Il a fallu attendre le lundi suivant, le 17 septembre, à Wall Street, pour que la reprise ait lieu. Le pire a donc été évité, avec l'intervention des banques centrales et de la Réserve fédérale. Le Dow Jones n'avait cédé
que 7,3%. Mais quand on y regarde de près, septembre 2001, septembre 2021, eh bien, les indices des bourses mondiales enchaînent les records, malgré toutes les crises que j'ai citées. Incroyable. C'est intéressant pour ceux qui parlent des sujets retraite. 20 ans, ça peut être un bon horizon. Oui, 20 ans, c'est un bon horizon. Sacré souvenir pour nous tous. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio ce 11 septembre 2001, tiens, comment vous l'avez appris? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire à tout moment dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio? Vous nous appelez 0826 300 300. On sera avec plusieurs invités qui nous raconteront eux aussi leurs souvenirs. Voilà pour cette semaine pour l'Info Éco Plus. Merci à vous Didier Testo. Merci Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes le fondateur de La Bourse et la Vie TV et on vous retrouve la semaine prochaine pour l'Info Éco Plus sur Sud Radio. Avec plaisir.